Au sortir des blancheurs éphémères de l'hiver, le pays de Chinon glisse presque tout entier, sans transition, vers l'étouffeur continental de l'été. À la jonction de l'Anjou, de la Touraine et du Poitou, le promontoire de la forteresse domine un territoire au climat particulier. Le rempart de presque 500 mètres de longueur protège la ville des vents mauvais. La tour de l'horloge, dont la cloche Marie-Javel sonne chaque heure depuis 1399, rassure et garde vaillamment les coteaux de Cabernet Franc qui empliront les dives bouteilles si chères à François Rabelais. Au bout du rempart, le logis royal témoigne de la première rencontre de Charles VII et de Jeanne d'Arc. À l'ouest, la tour du Moulin surveille les navires qui remontent la rivière, la Vienne, depuis la confluence avec la Loire. Au nord, aux confins de la forêt de Chinon, le château du Cé est l'allié indissociable de la forteresse. Il a été rénové au XVe siècle avec la dot d'Agnès Sorel, la fille naturelle de Charles VII. Plus tard, au XVIIe siècle, ce château de légende inspirera à Charles Perrault le fameux conte de la Belle au bois dormant. Enfin, au sud du Chinonnais, les écuries royales de la forteresse sont placées sous la protection du château du Rivaux, où Jeanne d'Arc viendra chercher ses destriers pour repousser les Anglais. Alors, je suis Marie-Ève Schaeffer, je suis la responsable de la forteresse royale de Chinon. Ça signifie que je suis la responsable scientifique et administrative et que je gère la forteresse pour le Conseil général de l'Indre-et-Loire, qui est le propriétaire de l'édifice. Nous sommes ici devant les logis royaux de la forteresse, qui datent pour l'essentiel de la fin du XIVe et du XVe siècle. Alors ils étaient beaucoup plus étendus que l'aile qui se trouve derrière moi. Il y avait vraiment des bâtiments disposés en U, exactement là où je me trouve, et puis également en retour dans le parc. Et donc ces logis étaient en ruine, ils étaient dépourvus de toiture et de charpente depuis le XIXe siècle. Et nous avons confié, entre les années 2005-2010, leur restauration à l'architecte en chef, M. Arnaud de Saint-Jouan, qui a donc refait une charpente en chêne et une toiture en ardoise traditionnelle, comme vous pouvez le voir derrière moi. Cette restauration nous a permis de retrouver 8 salles complètement habitables dans ces logis et d'installer une nouvelle scénographie qui se compose de 2 éléments essentiellement. Une partie des logis est réservée aujourd'hui à des projections avec des petits films illustrant les grandes périodes et les grands personnages qui ont jalonné la forteresse de Chinon. Et puis l'autre partie est une partie un petit peu plus muséographique avec des collections qui sont exposées. Ces collections sont constituées d'objets qui proviennent des fouilles archéologiques du Fort Saint-Georges et nous avons également plusieurs salles réservées à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était venue à Chinon convaincre le dauphin Charles d'aller se faire sacrer roi de France en traversant les terres anglaises.
Et c'est dans une des salles de ce logis que la première rencontre a eu lieu. La légende de Chinon voudrait que Jeanne la Bergère n'ait jamais rencontré le futur roi Charles VII auparavant, et que malgré cela, elle soit allée vers lui sans hésitation, alors même qu'il s'était dissimulé dans une foule de 300 gentilshommes. Mais, en réalité... Jeanne d'Arc est arrivée à Chinon en ayant prévenu qu'elle viendrait. Jeanne d'Arc est arrivée à Chinon en faisant un séjour de 3 jours aux portes de la ville, à Sainte-Catherine de Fierbois précisément, en envoyant des messagers pour bien prévenir du fait qu'elle allait arriver. Jeanne d'Arc est arrivée à Chinon après avoir déjà rencontré le roi. Jeanne d'Arc n'a pas habité dans la petite maison de Domrémy telle qu'on nous la présente aujourd'hui. Jeanne d'Arc habitait le château des d'Arc, qui était un château qu'ils avaient pu acheter assez miraculeusement, du jour au lendemain, à une époque où finalement tout le monde crevait de faim, surtout dans ce secteur de France, et où le cannibalisme existait vraiment. C'est-à-dire les gens se mangeaient entre eux, tellement ils mouraient de faim. Alors l'image idyllique de la petite Jeanne d'Arc qui se promène dans un champ avec ses moutons est une image qui déjà ne peut pas exister, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de moutons à Domrémy. Et c'est vrai qu'à la fin du XIXe, on a un peu réécrit l'histoire de Jeanne d'Arc en l'enjolivant considérablement, donc avec les moutons, donc avec l'entrevue miraculeuse de Chinon, donc avec cette armée qui serait arrivée à Orléans et qui aurait, après un combat féroce, réussi à débouter les Anglais, etc., dans des conditions qui relèvent du miracle. Effectivement, tout cela a été terriblement, de mon point de vue, enjolivé, et la réalité devait être tout autre. Dans la forteresse, le végétal est en liberté surveillée. La végétation est libre, mais contenue et maîtrisée, comme au temps des Plantagenets. Bon, je suis jardinier à la forteresse royale de Chinon, donc ça fait partie du conseil général. Je fais tout ce qui est entretien, taille, tonte. J'ai un CAP et un BEP de paysagiste. Donc le CAP, je l'ai fait à Chinon. J'ai été stagiaire pendant 1 an, avant que je passe titulaire le 1er mars cette année. Je taille l'herbe parce que je laisse en même temps les plantes qui vont fleurir d'ici, vu que c'est le printemps, les vont bientôt fleurir. Donc là c'est du pavot, tout ça, c'est du pavot, du muflier là. Donc je taille l'herbe entre. Là je vais faire de la tonte aussi, parce que ça a pas mal poussé vu l'arrivée du printemps pluvieux. Donc je vais tondre, après on fait pas mal de débroussaillage aussi, comme on l'a d'habitude. Sur d'autres endroits, je le ferai plus à la débroussailleuse. Mais là, vu qu'on est sur un ancien four, donc je ne veux pas le débroussailler. Et puis maintenant, on respecte plus les plantes, parce qu'on parle beaucoup du développement durable maintenant. Donc ici, on ne pourra jamais faire, enfin, on peut jamais, pas jamais, mais il faut toujours passer par les archéologues avant de planter, vu qu'il y a eu des choses enfouies sous la terre à certaines époques. Donc quand on veut faire des plantations, on demande toujours l'avis des archéologues avant de planter. Nous sommes dans la tour de l'horloge, à la forteresse de Chinon. Et cette tour, qui a toujours été le symbole de la forteresse, de par sa forme bien particulière. Mais pour moi et pour ma famille, la tour de l'horloge, elle a vraiment une histoire bien spécifique, bien particulière, parce que c'était le lieu d'habitation de ma famille maternelle, donc de la famille Balzo. Et mon grand-père est venu travailler ici en 1936 avec femme et enfants. Ils habitaient dans la tour de l'horloge. C'était le seul bâtiment avec une toiture et qui était à peu près fermé et habitable, même si pour nous aujourd'hui ça reste quand même des pièces toutes petites. Donc là, ils avaient 3 salles de cette grandeur et de cette forme. Là, on est à l'étage des filles, au deuxième niveau. Donc là, il y avait des lits, il y avait des machines à coudre, les armoires, enfin bon, ça devait être assez serré. Et leurs 3 derniers enfants sont nés dans la tour de l'horloge.
Donc, maman, entre autres, est la dernière personne à être née dans cette forteresse, dans la tour de l'horloge. Et ce qui est assez amusant, c'est que papa se rappelle, petit, être venu visiter la forteresse et se rappelle avoir vu sur les étagères derrière ma grand-mère des bocaux. Alors lui, il les voyait énormes, mais je pense que c'est ses yeux d'enfant qui faisaient grossir ces bocaux. Mais en tout cas, il se rappelle avoir vu des bocaux et plein de pièces. Donc en fait, les petits sous qui étaient donnés en visite guidée à chacun, je pense qu'il n'y avait pas de gros sous parce que les gros sous, chacun se les gardait. Mais les petits sous se retrouvaient ensemble, mis dans un pot commun dans ces bocaux-là. Et du coup, papa a vraiment ce souvenir-là, mais de petit garçon. Et puis, des années après, il a rencontré Martine et on a fait sa femme. Et a lui aussi vécu et connu mes grands-parents vivant dans cette tour. Eh bien, donc voici la maison moderne qui avait été construite pour mes grands-parents et dans laquelle donc maman ne voulait absolument pas vivre, même si elle y avait l'eau, l'électricité et sa propre chambre. Elle voulait continuer à vivre dans sa tour de l'horloge. Quand il y avait de l'orage, du tonnerre et que ça grondait et que c'était très impressionnant, les gamins montaient sur le chemin de ronde, donc étaient à l'extérieur, dominaient la ville et regardaient le spectacle des éclairs et de la pluie, enfin des choses. On n'autoriserait pas les enfants à faire ça aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir de me dire, même si je ne me le dis pas tous les jours évidemment, mais de me dire que je suis la 3e génération de guides ici. Mon grand-père était guide, maman a fait des visites guidées, même très jeune, voilà. Et puis, j'en fais aussi. L'histoire de la famille continue malgré tout dans ce lieu. Quand les parents de Marie vivaient avec leurs enfants dans la tour de l'horloge, le reste de la forteresse n'était que ruines, toitures écroulées, pans de murs arrachés et ouvertures béantes. Après 5 années de restauration des parties anciennes, le Conseil général a choisi d'édifier un bâtiment moderne, intégré aux ruines et végétalisé, pour accueillir le personnel et les visiteurs qui, sans le savoir, marchent peut-être sur un trésor. Nous sommes ici dans un bâtiment conçu par le cabinet d'architecture Baudouin-Angèle, qui est un cabinet de Niort. Et nous sommes au 1er étage dans nos bureaux. Et derrière moi, vous pouvez apercevoir un très joli claustrat en pierre. Donc ce bâtiment est conçu en pierre de taille et en béton de site. Le matériau est agencé sous forme de strates, pour évoquer les strates archéologiques du terrain du Fort Saint-Georges qui se trouve derrière nous. Donc à l'origine, il n'y avait que le château de Chinon. Et Henri II Plantagenet, qui était roi d'Angleterre, à un moment a construit une grande extension à ce château qui s'appelait le Fort Saint-Georges. Dans ce Fort Saint-Georges, qui est aujourd'hui la motte qui accueille les visiteurs ici à la forteresse, donc il avait implanté une chapelle superbe qui était dédiée à Saint-Georges, dans laquelle il est mort lui-même en 1189. À tel point d'ailleurs que beaucoup de gens ici à Chinon sont convaincus que là-haut, il y a le trésor des Plantagenets. Tout le monde le cherche encore. Pourquoi le trésor des Plantagenets? Eh bien parce qu'à la Tour de Londres, on a les couronnes de tous les rois d'Angleterre, sauf une, celle de Henri II. Et Henri II est mort où? À Chinon, dans la chapelle qu'il avait fait construire. Donc beaucoup sont convaincus qu'effectivement le trésor est toujours caché là. L'histoire des Plantagenets est une histoire extrêmement rocambolesque et la forteresse de Chinon a abrité de nombreux épisodes de cette histoire. Aliénor d'Aquitaine et ses fils se sont révoltés contre leur père et les fils ont pu s'enfuir, mais Aliénor a été rattrapée par Henri II Plantagenet et il l'a fait enfermer à Chinon avant de la renvoyer en Angleterre. Suite
suite à cette trahison, bien des années plus tard, Henri de Plantagenet est mort seul et abandonné de ses proches à la forteresse de Chinon, et il est enterré à quelques distances de là, à l'abbaye de Fontevraud. Faire revivre avec talent la rivalité fatale entre Henri II et ses fils, les frères ennemis Richard Cœur de Lion et Jean Santerre, est un défi relevé avec brio par Benjamin Sylvestre, qui a mis en scène les films commandités pour la forteresse. Les écuries royales du Rivaux n'en méritaient pas moins. Et là aussi, la qualité de la scénographie, le respect du détail et la créativité des reconstitutions historiques se révèlent à la dimension des lieux et des hauts faits du pays de Chinon. Ici, c'est la tradition mémorable des chevaliers, des croisades harassantes et des tournois flamboyants qui est célébrée. Le château du Rivaux, rappelez-vous, a été construit à la même époque que le château de Chinon. Et c'était un château qui a été construit parce que le roi Charles VII avait donné l'autorisation à son plus fidèle compagnon, Pierre de Beauvau, d'ériger un château aussi fortifié. Les seigneurs de Beauvau du Rivaux organisaient les joutes pour les rois de France, et c'est pour ça que nous avons des joutes qui ont lieu dans les douves pendant l'été au château du Rivaux. Contrairement à une idée reçue, la joute sportive est une continuité de ce qui existait dans le temps, et on a repris tout ce qui a été fait dans le passé pour codifier dans un règlement fédéral aujourd'hui repris par la Fédération française d'équitation. Notre sport est un sport relativement soft, même si de l'extérieur ça peut paraître des fois un petit peu viril, un petit peu brutal. On a une particularité de lance, nos lances font 4 mètres et le dernier mètre est un mètre de balsa qu'on a coupé pour que le bois puisse exploser, pour que le balsa puisse exploser et qu'il n'y ait pas ni de retour brutal dans le poignet, ni de choc brutal pour le cavalier qui est en face et qui va se prendre l'impact. Des chevaliers des tournois à l'époque n'étant pas tant de se faire mal, ni de se blesser, ni de se tuer, mais plutôt de faire des prises de guerre et de jouer. Ils étaient comme nous, ils étaient là pour jouer, se faire plaisir et sûrement pas rentrer invalides chez eux. On utilise des armures 15e siècle, voilà, entre 1450 et 1510, en acier trempé, donc forgé à chaud à partir de plaques de métal. Et on reproduit en fait chaque pièce d'armure à partir de patrons qui sont tirés du Muséum des Invalides, en fait, de façon à obtenir vraiment du matériel historiquement correct et surtout des armures fonctionnelles, puisqu'en fait une armure, ce n'est pas simplement 45 pièces assemblées, c'est surtout 45 pièces qui fonctionnent les unes entre les autres. Le poids de l'armure est de l'ordre de 28 à 32 kg en moyenne. Vous avez en fait sur un être humain, en fait vous avez les grèves qui sont à la partie basse qui enveloppent les mollets, ensuite les jambières qui remontent en fait jusqu'au bassin, ensuite les plastrons qui sont en deux parties pour le 14e et 15e siècle, enfin pour le 15e siècle sont des parties qui fonctionnent comme un œuf. Ensuite, vous avez les tassettes, les bras d'armure. Et ensuite, vous avez tout ce qui est la partie aume avec bévor, plus bouclier et épaules, que là, je ne porte pas puisque je les ai enlevés pour me déshabiller. Alors, je m'appelle Arnaud Léon, alias Arnaud de Saint-Esprit sur les tournois de chevalerie depuis 20 ans, voilà, depuis 1996. Le 20 avril 1429, Jeanne la Pucelle quitte les écuries du Rivaux pour accomplir son miraculeux destin. Une troupe d'hommes en armes galope à ses côtés pour délivrer Orléans occupé par les Anglais. Aujourd'hui, c'est en scrutant l'espace que l'on voit s'accomplir les miracles de notre temps. Alors ces tournages en drone,
Ça permet vraiment de rendre accessible à des personnes à mobilité réduite des vues de la forteresse, des vues des remparts. Ça leur rend accessible des choses qu'ils n'auraient pas pu voir autrement. C'est des visites virtuelles qui sont proposées sur des supports multimédia qui seront à disposition à l'accueil de la forteresse. C'est des tablettes numériques, des tablettes tactiles. Donc ce sera vraiment leur permettre d'avoir une visite la plus complète possible, la plus autonome possible. C'est le projet global d'accessibilité de la forteresse. Nous travaillons pour une société qui s'appelle Vox in the Box et nous avons été choisis par la forteresse de Chinon pour développer un outil multimédia accessible aux personnes handicapées. Le fait de faire ça dans la forteresse, on a des images qui sont très flatteuses. Je trouve que l'architecture des châteaux et l'architecture des forteresses va très bien avec des images aériennes. Tu pars de là, Je monte, tu fais une montée simple ou... une montée simple et après je m'approche du toit, je passe en dessus. Bon écoute, vas-y. La mise en place de ce type de tournage à l'intérieur d'un château, ça engendre pas plus ou moins de difficultés qu'un tournage drone classique. On a des demandes d'autorisation à faire, il y a des contraintes qui sont liées à la visite elle-même du château. On ne peut pas voler au-dessus de visiteurs, donc voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. On est obligé d'avoir une visibilité et de garder le drone en visu, donc c'est vrai qu'avec les donjons et les toitures du château, c'est parfois un petit peu complexe. Donc le drone, c'est vraiment un outil qui est vraiment idéal pour ça. Concrètement, on va pouvoir montrer à une personne qui ne peut pas se pencher à un créneau pour voir ce qui se passe en bas. On va pouvoir lui montrer justement la tour de bas en haut. Une personne qui ne va pas pouvoir accéder à un escalier, on va pouvoir monter cet escalier et lui montrer tout ce qui se passe derrière, tout ce qu'il y a derrière, le paysage, etc. Donc c'est vraiment un système qui permet d'accéder en fait au point de vue de manière simple par le biais de la vidéo. Le personnel de la forteresse a également pensé à ceux qui ne peuvent regarder les images. La grille, le bois, tu sens les petits clous? Tu les sens? Voilà. Regarde, elle est très épaisse la porte. T'as vu comment elle est épaisse? Oui. Oui, t'as raison, c'est pour la clé. Regarde, je l'ai moi. Pour fermer le matin. Le soir et ouvrir le matin. On va se diriger tout doucement sur la droite parce que le trajet du milieu est beaucoup trop chaotique pour des enfants. Il est beaucoup trop dangereux. Donc on va se mettre à droite tout doucement. On va se diriger vers la droite. Je tiens ta main. Voilà, attention. On va être beaucoup plus à plat. Une petite marche, attention. Voilà, ça fait de très 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 grands murs qui vous protègent. Ça va? Un petit peu. C'est quoi le Moyen-Âge pour vous? C'est le moyen de l'âge. Ah, ça c'est pas bête. Parce qu'en fait, il a raison, c'est la vraie définition de cette période d'histoire. C'est un âge moyen entre, nous on dit Moyen-Âge, mais c'est une période en histoire dont on dit que c'est l'âge moyen entre la préhistoire, l'histoire antique et la Renaissance qui va revenir après. Donc, c'est pas bête. Loin de là, t'as raison, c'est l'âge moyen. Alors, on est dans la partie du milieu du château qui correspond au plat de votre main. Là. Voilà, sur le plat de la main, on est dans cette partie-là. Voilà, dans cette partie-là, c'est bien. C'est curieux parce que la forme de la main, c'est la forme de la forteresse. Mais on a comme ça, c'est venu dans la conversation. Et on s'est dit, ben oui, c'est une bonne idée. Effectivement, on peut avoir la première partie, le pont, la traversée, le second pont et la rivière de ce côté-là. Et après, on a testé avec des adultes et on a vu que ça marchait très bien.
On travaille sur tous les types de handicap, les gens qui sont sourds aussi, puisqu'on a fait 8 jours d'apprentissage de langue des signes. Donc nous, on essaye, on se lance un peu aussi, c'est une découverte pour nous aussi, hein. C'est vraiment un monde nouveau et un autre style de visite. Pour les guides qui le font et qui se sont portés volontaires, c'est quelque chose d'enrichissant en tout cas. C'est quelque chose de différent, c'est d'autres réactions, c'est plus spontané, il y a plein de choses avec les enfants qui sont différentes. Ils sont spontanés, ils n'aiment pas, vous le voyez très vite. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a un retour direct, ce qu'on n'a pas avec des adultes. Nous, on est là, là. Non, on est là Camille, regarde, on est là. Dans le bâtiment qui est là. Et accessoirement, ça apporte aussi aux adultes voyants qui n'ont pas de problème particulier, qui sont très intéressés par ces maquettes aussi, qui au départ ont été installées et destinées à un public non-voyant et malvoyant. Et on s'aperçoit que les voyants les utilisent de façon courante. On est parti de là, on a traversé, on a passé la porte, on a fait une petite pause là, on a retraversé et on est là. Nous, on trouve que c'est vraiment une approche différente de d'autres métiers et une approche très intéressante. On ne fait pas ça pour le plaisir d'innover ou de le faire, mais vraiment parce que c'est une autre façon de travailler. Et accessoirement, même si ça ne paraît pas évident, ça nous amène des choses pour notre travail dit normal, en fait. Ça enrichit, c'est vraiment différent. Donc on tâtonne un peu pour l'instant, ça sûrement. On fait sûrement des erreurs ou des bêtises, mais bon, on va s'améliorer. Cette année, on a décidé de faire quelque chose d'amusant, de drôle, comme exposition au château. L'année dernière, on avait quelque chose de très très sérieux. L'année prochaine, on aura quelque chose de très très sérieux. Donc cette année, on a décidé de faire, on s'amuse un petit peu. Donc on a choisi les dragons. Au revoir et merci beaucoup. Bon appétit. Je sais que ça te tracassait depuis tout à l'heure. Bon appétit. Et il y en a une qui va être contente, c'est Léa, elle va pouvoir manger. Enfin. Depuis tout à l'heure qu'elle s'inquiète pour le repas. Merci à tous. Bonne visite, bonne fin de visite, bon repas pour cet après-midi. Bonne fin de journée. Merci. À vous. Bonne journée. Je m'appelle Vincent Boursier, je fais de la scénographie, je suis constructeur aussi. Donc la société Lipsis a répondu à un appel d'offres du Conseil général sur les dragons. Et on travaille depuis fin mars sur ce projet. Donc ça fait à peu près 2 mois et demi de construction. Entre 6-8 personnes, voire un peu plus par moment. Pour les dragons, les principaux matériaux, c'est le polystyrène et la résine. On a sculpté du polystyrène à résiner. Il y a 11 dragons sur le site. Il y a des équipes de staffeurs, il y a des menuisiers, des ferrailleurs. Il y a un peu tous les corps du métier qu'on retrouve dans le théâtre aussi, quoi. En se promenant dans le lieu, on a vu cette tour-là qui avait une fenêtre, par exemple. Donc on a tout de suite imaginé, pensé à mettre une queue à l'intérieur. C'est un peu la salle fumeur, en fait. Parce qu'il y aura la fumée qui sortira par l'autre fenêtre, là. Derrière, il y aura la cuisine des dragons. Parce que les dragons ont emmené c'est plutôt des gens qui habitent au centre de la Terre. Ils ont emmené avec eux un volcan. Et il y aura une grosse gamelle avec un cuisinier. Et en dessous, il y aura le laboratoire avec les couteaux, fourchettes, cuisine. Et chaque dragon aura sa propre discipline, quoi. Il y aura des cuisiniers, il y en a un qui s'envole, il y en a un autre qui surveille les couveuses, il y en a un qui surveille la ville. Il y a une chambre. Enfin, on rentre dans leur univers, en fait. Tout ça là, c'est du vide.
On installe un tross, une structure métallique. On va s'en servir de portique pour installer un palan en chaîne pour pouvoir lever le dragon, le volcan, tous les éléments qui passent à travers les portes. L'opération Dragon attirera la curiosité des enfants. Mais sur le livre d'or de la forteresse, les avis recueillis sont partagés. Quelques visiteurs s'inquiétant de voir un monument historique transformé en parc d'attractions. Après, ce qui est compliqué, c'est les accès. Voilà, faut des baudriers, faut faire de l'accroche. Il y a beaucoup de préinstallation avant de pouvoir hisser la queue que vous voyez là. On a 5-6 heures de boulot pour installer de la ferraille, des trosses, des palans à chaîne, une rampe. Et après, on l'a monté en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était fait. Il faut faire attention. Juste derrière nous, 2 dragons, donc issus de la légende arthurienne, Liud et Liolis. Est-ce que Arthur, le roi Arthur, ça évoque des choses? Arthur, non? Oui. Ah, le roi Arthur et Merlin. Oui. Il vient d'une forêt qui Ah, Brocéliande. Brocéliande. Donc, en fait, ils sont tirés de l'histoire arthurienne. Merlin l'Enchanteur, c'est pareil, je pense que ça vous évoque quelque chose. Celui-là, il est un peu plus surprenant, hein. Vous allez voir, on va monter dans le donjon pour aller voir donc ce dernier dragon. Il est tellement sympathique qu'on a un auteur local qui s'appelle François Rabelais. Je ne sais pas si ce nom-là, ça vous évoque des choses. Mais en tout cas, dans un de ses livres qui s'appelle Le Quart-Livre. Ah oui, effectivement, Rabelais. Oui, Rabelais, voilà. Oui, il n'y a pas longtemps, on a visité La Devinière. C'est ça, oui. Et donc François Rabelais va s'inspirer du Graouli pour imaginer un de ses personnages, donc les gastrolates en fait, qui sont des grands cuisiniers en fait. Hein. Donc c'est en hommage à François Rabelais qu'il a décidé d'installer sa marmite ici pour préparer donc une recette. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il peut cuisiner un dragon? Qu'est-ce que ça mange un dragon? Là vous commencez à avoir peur là je pense. Hein. Des farfalets. Des farfalets à la dragonne. C'est ce qu'il est en train de préparer. Ah, moi je préfère que les sourds et les entendants soient là. C'est vrai que c'est beaucoup plus riche. Donc j'ai pas forcément. Je ne veux pas couper, faire en sorte que le pont entre les sourds et les entendants soit coupé. Au contraire, je veux vraiment qu'il y ait un lien entre les sourds et les entendants qui puissent se rencontrer et vivre ensemble. Enfin, pour moi, c'est vraiment important ça. Est-ce que adulte est intéressé ou pas par la danse médiévale? Oula, moi je sais pas danser. Justement, c'est pour apprendre. C'est le parfum. C'est aussi. Moi je suis d'accord la danse africaine, mais. On regarde la même chose pour faire les autres. Mais moi, oui, mais cette main-là, moi, elle sert à compter les autres normalement. Je me trouve sur un banc qui parle.
Ces bancs à la forteresse sont des histoires à raconter. Ce banc, comme vous pouvez le voir, est doté de haut-parleurs dont on aperçoit les grilles de part et d'autre. Le temps est clair. Le vent porte jusqu'ici l'odeur des chevaux et des hommes, ainsi que la sourde rumeur des sabots, du cliquetis des armures et des cris des fantassins. D'abord viennent les chevaliers, montés sur leurs destriers. Ils portent fièrement leurs écus. Les aumes brillent dans le soleil. Les épées sont prêtes à sortir des fourreaux. Derrière eux, les machines de guerre sont acheminées par leurs servants. Je vois un trébuchet. Alors on peut les déclencher avec notre petit livret de visite qui comporte une puce multimédia et ils se mettent à parler. Donc ce sont soit des personnages célèbres qui ont jalonné l'histoire de la forteresse qui prennent la parole, ou des anonymes, des artisans, tailleurs de pierre qui ont aidé le roi à construire son palais. Je suis Sylvain, tailleur de pierre. Je suis allé la semaine passée à la carrière choisir les blocs que le carrier va me débiter. Nous devrions recevoir les pierres avant la Saint-Jean. Et ces personnages peuvent s'exprimer en français, en anglais, en allemand et également en espagnol. Horse's Head teaches us the basics of the figure we call the triangle. I trust my master builder. He has no equal throughout the kingdom, having studied geometry with the best masters and from the most learned books. Je me trouve devant la tour du Coudray, qui est une tour défensive du XIIIe siècle construite par Philippe Auguste juste après le siège de 1205. Cette tour a connu d'autres occupants un petit peu plus tard, au XIVe siècle. Elle a notamment abrité les dignitaires templiers. Durant 2 siècles, nous, chevaliers de l'ordre du Temple, fûmes de tous les combats en Terre Sainte. Et nos qualités d'honnêteté et d'intégrité poussèrent nombre de personnes à nous confier leurs richesses. Nous nous retrouvâmes ainsi à la tête d'un considérable trésor, dont la plus grande partie ne nous appartenait pas, mais qui fit naître les plus folles rumeurs et excita bien des convoitises, dont celle du roi de France, Philippe le Bel. Nous sommes au tout début du XIVe siècle. Les Templiers viennent d'être arrêtés par le roi de France, Philippe le Bel. Donc, petit rappel, les Templiers sont cet ordre de moines soldats qui assuraient la sécurité des pèlerins en Terre Sainte. Et puis, au fil des siècles, ils sont devenus très riches et très puissants. Le roi de France a donc décidé de les faire arrêter. Et le pape lui a alors demandé qu'il soit transféré à Poitiers pour relever de sa juridiction. Le roi de France, dans un premier temps, a accepté, puis a changé d'avis en cours de route. Et c'est à cette occasion que le convoi, stoppé, a été emprisonné à la forteresse de Chinon pendant 3 mois, en 1308. Malgré leur repentir, les 75 moines templiers seront jugés et brûlés à Paris. Le roi fit donner une fête. Quelle merveille que cette fête! Le corps annoncera le début des festivités. C'est le casque à ma mère! Alors ça, c'est pour du combat au corps à corps. Il y avait d'autres armes qui étaient beaucoup utilisées pour le corps à corps. C'est tout ce qui est couteau et dague. Quand je vais venir frapper à ce niveau-là, la force de l'impact va être répartie sur toute ma main. Et du coup, je vais avoir beaucoup moins mal. Bon, par contre, tu vas mourir. Hein. Ça, voilà, ben, dans les deux cas, mais c'est la guerre. Hein. C'est pas forcément quelque chose de très joyeux. Bloqué, là. Et là, non, restez comme vous êtes. Je vais tourner comme ça. Je vais amener là. Et là, je remonte.
Ainsi, il y a fort longtemps que nous vous protégeons. Hors de notre ombre, il n'est que l'enfer du feu et du désert. Alors je m'appelle Valérie Marche, donc je suis maître fauconnier. Donc, et on est venu ici, donc, dans cette jolie forteresse de Chinon, pour faire un spectacle de fauconnerie. Alors la fauconnerie, c'est un art ancestral qui au départ a été utilisé il y a fort longtemps pour dresser les oiseaux, pour les faire chasser. Et pour que l'homme justement et le volatile puissent profiter du gibier capturé, tout simplement. J'ai capturé un culain. Je l'ai dépouillé, vidé de ses tripailles. Pourriez-vous traîner derrière votre monture cette fausse proie que je vais cacher juste là? Les braves sont restés attentifs. Voilà qui fait prise. Voilà qui est fort bien, ma belle. Tu as su le capturer. Les seigneurs avaient leur cortège d'oiseaux qui partaient à la chasse, c'était les campagnes de chasse, une semaine, 10 jours, 15 jours. Et là, il fallait capturer le maximum de gibier. Les gibiers étaient préparés sur place et en même temps, il y avait une certaine, c'était réservé à la noblesse, c'est vrai, mais un certain prestige. Parfois, certains oiseaux, notamment des faucons, étaient utilisés pour capturer le héron. Le héron ne se consommait pas, c'était simplement une prouesse que de capturer un héron avec un faucon. À tel point que souvent le roi de France interdisait que l'on tue les hérons qui avaient été capturés et on leur mettait une bague en or et on les relâchait. Et il fallait un jour avoir la chance de capturer un héron qui avait déjà été bagué. Et c'est arrivé quelques fois où des hérons avaient déjà 4 ou 5 bagues. C'est vous dire que là, le héron qui a un véritable harpon au niveau du bec, eh bien, devenait dangereux, vif pour le faucon. Et le faucon qui capturait ce héron, encore une fois, eh bien, c'était réputé pour être vraiment un oiseau exceptionnel. Et il reflétait un petit peu eh bien, les capacités eh bien, du seigneur, en gros. Donc voilà, c'était une espèce de prestige que d'avoir un oiseau exceptionnel dans son équipage. C'est bien, mes amis, c'est bien. Que de monde. Exauce notre prière et fortifie notre gosier. Donne-nous chaque jour 3 litres de Chinon. Les dessous de la forteresse ne sont pas des oubliettes. Ils abritent le temple de la divine bouteille. Eh bien, bonjour. Bonjour, les amis. Vous êtes les bienvenus à Chinon. Vous savez, Chinon, petite ville, grand renom, assise sur pierre ancienne, en haut le bois et au pied la Vienne. Mais là, actuellement, vous êtes à l'épicentre du cosmos rabelaisien. François Rabelais, c'est un personnage incontournable. Il fait partir de notre art de vivre, mais je dirais qu'il fait partir de notre vie de tous les jours également. Il est partout présent. Parce que c'est un homme de vérité, c'est un homme de sagesse, voyez-vous. Trompette et sonne. Amis du vin, le vin, élixir divin, eh bien que chacun d'entre vous se recueille, écoutez et méditez l'enseignement de notre maître François Rabelais. François Rabelais, le grand érudit, le philosophe, mais avant tout, ne l'oublions pas, l'enfant de ce pays, de cette terre de Chinon. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle ces fameuses caves pinctes. Pourquoi caves pinctes? Tout simplement parce que aux entrées principales, il y avait non pas des fresques, mais des peintures sur plâtre, sur gypse. Alors ces fameuses caves pinctes, si vous voulez, elles se trouvent au cœur même d'une pierre vivante, le tuffeau blanc. Elles ont trouvé leur identité par l'extraction
par le travail de l'homme, celui des ferrailleurs qui les ont creusés et les ont servi à la construction de cette merveilleuse ville citadelle de Chinon. Et dans ces fameuses caves, eh bien, on reçoit tout au long de l'année des gens qui, l'espace d'un soir, vont faire fi des choses terrestres et élever leur esprit. Voyez-vous, ça c'est important. Ainsi que vous faites la douette en montant vers le Seigneur. Je livre ta chansonnette aux petits enfants de ce lieu. C'est l'amitié qu'elle chante, c'est l'espoir du lendemain. Il faut élever son esprit pour franchir la forêt avec Jean Méret, car ce maître des entonneurs rabelaisiens est aussi le régisseur du légendaire château d'Ussé, une demeure qui, comme nulle autre, provoque le ciel, avec ses hérissements de pierre et de charpente, sa féerie de tours en poivrière, de cheminées et de donjons. Eh bien, ce château d'Ussé où nous sommes, c'est un lieu d'exception par sa situation géographique d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que nous avons derrière la très grande forêt de Chinon, cette forêt de Chinon qui nous permettait de recevoir eh bien, les rois qui étaient à Chinon, Charles VII et Louis XI, qui venaient chasser et qui étaient amis avec les propriétaires du château d'Ussé, les comtes de Bueil. Mais tout le monde vient ici pour quelque chose, car on trouve tout ici. Ussé, je le rappelle, commence avec les Vikings, se termine avec le romantisme au XIXe, l'époque littéraire du XVIIe avec les contes de Perrault. Vous parlez des enfants qui viennent nombreux ici, effectivement, nous avons un public enfant très important. Les contes de Perrault, c'est quelque chose de merveilleux. Peut-on rêver mieux que devant les contes de Perrault, que nous avons reconstitués ici avec des costumes qui sont de très bonnes copies de costumes d'époque, avec des textes qui font rêver les enfants, qui sont ravis. Et combien de fois j'entends des enfants dire à leurs parents « Ah, c'est le château de la Belle au Bois dormant, on va aller voir le château de la Belle au Bois dormant ». Par ce vertigineux chemin de ronde, le prince charmant s'est glissé dans la chambre secrète, où depuis 100 ans dormait la belle princesse que seul l'amour pouvait réveiller. L'épilogue, eh bien, c'est qu'ils ont été heureux et qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Jean Méret nous laisse avec cette morale joyeuse de la Renaissance qui conviendrait si bien à frère Jean des Entonneurs. Frère Jean qui reçut de Gargantua l'abbaye de Thélème, ce lieu imaginaire et idyllique de liberté et d'utopie, situé quelque part entre Ussé et Chinon, là où le bonheur de vivre serait fondé sur la seule maxime « Fais ce que voudras ». Fais ce que voudras, pourquoi pas? Tous ensemble, le temps d'un soir d'artifice.